Merci Comment? à tous et à toutes d'être présents pour cette conférence du professeur Boris Young de l'Université et du CHU de Montpellier. On est très content de l'accueillir pour qu'il nous parle de quand et comment prescrire du bicarbonate de sodium. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et il y a des données très intéressantes dans la littérature sur ce sujet. À toi, Boris. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, merci d'être là aussi nombreux à 19 h. Et pour être plus interactif en cette fin de journée, la première chose que je vais vous proposer de faire, c'est de vous connecter avec votre ordinateur ou éventuellement votre smartphone sur cette adresse-là, www.wooclap.com/bicar. Je la laisse à quelques secondes à l'écran. Ça va vous permettre de répondre à quelques questions interactives, 4 ou 5 au cours du sujet, et pour moi, à la fin, d'avoir un feedback sur ce que vous avez pensé de ce topo. Donc, je vous laisse vous connecter à ça. Je vais réduire juste l'écran, mais ça ne va pas disparaître. Vous l'avez toujours ici. wooclap.com/bicar. Et normalement, ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. Il y a l'adresse qui est rappelée en haut, là, wooclap.com/bicar, ou éventuellement par texto, si vous n'avez pas de téléphone. Enfin, ça, je pense que ce n'est pas adéquat. Faites-le là-haut, wooclap.com/bicar. Pour voir si vous maîtrisez l'outil, je vous propose un petit sondage pour. Alors, bien sûr, c'est anonyme, il n'y a rien qui est tracé, rien ne sortira d'ici. Et je vous propose juste, pour maîtriser l'outil, de bien vouloir répondre à ce petit sondage sur votre état mental à 19 h, ce mardi 26 janvier. Est-ce que vous êtes cool, très ennuyé, super occupé avec cette épidémie ou cette troisième vague / deuxième vague, ou bien vous vous sentez débordant d'énergie? Je vous laisse encore quelques secondes juste pour maîtriser l'outil et pour que vous soyez bien présent dans ce topo que j'espère un peu interactif. Donc, je crois que la plupart ont répondu, hein. Donc là, vous êtes plutôt en forme et plutôt cool. C'est super. Une deuxième question, parce que si vous pouvez donner des mots ou des phrases, et donc là, si vous deviez vous transformer en votre animal favori, lequel serait-il? Pseudomonas, ça fait peur, hein. Encore quelques secondes. Bon, je vois que vous maîtrisez l'outil, on va pouvoir attaquer ce topo, que j'essaie d'être pratique, mais avec quand même quelques données d'évidence-based medicine pour vous aider en troisième cycle à mieux appréhender la prescription de bicarbonate de sodium. Donc, je m'appelle Boris Young, je travaille à Montpellier. Sur le sujet, j'ai des conflits d'intérêts, mais essentiellement des financements publics sur ce sujet de recherche, et puis quelques remboursements de déplacement ou des honoraires versés directement à mon CHU, mais pas d'honoraires personnels, par des sociétés qui n'ont rien à voir avec ce dont on va parler ce soir. Alors, je dois déjà remercier les membres de la SRLF et de la Société française de médecine d'urgence qui ont participé à une récente recommandation formalisée d'experts qui a été publiée il y a 2 ans maintenant sur un sujet qui est l'acidose métabolique et dans lequel le bicarbonate de sodium a toute sa place, comme on le verra. Donc, je remercie encore une fois tous les experts qui ont participé à l'élaboration de cette recommandation formalisée d'experts commune SRLF et SFMU. Alors, on va prendre un petit cas clinique, là vous allez pouvoir voter en ligne, d'un homme de 62 ans en surpoids, diabétique de type 2, maltraité, qui se présente au service d'accueil des urgences pas pour un Covid, mais pour un sepsis avec une pression artérielle à 80/40, tachycarde, avec un ralentissement psychomoteur. Il a, puisqu'on a sa créatinine de base, dès l'arrivée, une insuffisance rénale aiguë sévère, puisque sa créatinine IMI est multipliée par 3 par rapport à sa valeur de base. Les urgentistes ont réalisé un remplissage vasculaire par soluté salée isotonique.
Et puis le premier bilan biologique fait état d'une acidémie métabolique partiellement compensée, avec une hyperventilation secondaire, un taux anémique élevé, principalement lactique et rénal, et vous voyez qu'il n'y a pas de rétention de corps cétonique. Et donc la question que je vais vous poser devant ce tableau-là, vous pouvez encore le regarder quelques secondes, c'est est-ce que si vous êtes consulté en tant qu'interne de réanimation, est-ce que vous proposez ou non l'administration à ce moment-là, chez un patient en sepsis, insuffisance rénale aiguë, acidémie métabolique, non compensée lactique et rénale, une perfusion de bicarbonate de sodium. Donc on va pouvoir voter, c'est simple, c'est oui ou c'est non. Il faut vraiment vous mettre dans la situation où on vous appelle pour un avis aux urgences et vous avez le choix de proposer ou de ne pas proposer ce traitement. Je crois que la grande majorité va plutôt en perfuser. Donc vous avez déjà répondu. Hein. Alors si on se réfère à la recommandation précédente de 1999, c'était plutôt non, parce qu'il y avait essentiellement 2 études chez l'homme et des études expérimentales animales qui n'étaient pas en faveur de la perfusion de bicarbonate de sodium au cours des acidoses lactiques, au cours des états de choc. Alors c'est un peu ancien, je vais passer rapidement, mais c'était basé sur des études animales, mais aussi essentiellement 2 études humaines, physiologiques, sur un faible nombre de patients, entre 10 et 15 patients, comme vous le voyez ici dans cette étude canadienne. Et l'objectif des auteurs, c'était de comparer du soluté salé et du bicarbonate de sodium à même quantité d'osmol sur les paramètres hémodynamiques, mesurés à l'époque par un cathéter artériel pulmonaire de Swan-Ganz. Alors vous voyez que, évidemment, l'administration de bicarbonate de sodium s'accompagnait d'une augmentation du pH de la bicarbonatémie, d'une augmentation de la PaCO2 et d'une hypocalcémie ionisée dont on reparlera, qui n'est pas anodine. Et il n'y avait pas, pour les auteurs, de bénéfice hémodynamique à l'administration de bicarbonate de sodium par rapport à du sérum salé isotonique à même quantité d'osmol chez ces patients. Une équipe française lilloise avait reproduit l'étude sur 10 patients en crossover, monitorés à nouveau par un cathéter artériel pulmonaire de Swan-Ganz et retrouvé les mêmes résultats, c'est-à-dire pas de bénéfice sur les paramètres hémodynamiques de l'alcalinisation par rapport au remplissage par soluté salé isotonique à même niveau d'osmol. C'est les 2 études qui étaient citées dans la recommandation précédente. Et puis, ce qui a un peu changé la donne, c'est quelques études observationnelles, mais surtout une étude interventionnelle dont on parlera plus tard, entre les recommandations de 1999 et celles de 2019. Donc pendant ces 20 ans, il y a eu de rares études humaines, un peu de ce type-là, une étude américaine qui comparait sur 5 ans en monocentrique 70 patients dont la moitié avait été traitée par bicarbonate de sodium et la moitié ne l'avait pas été. Vous voyez que le niveau de preuve est très modeste et les auteurs ne retrouvaient à nouveau pas d'effet significatif à gauche sur le traitement par vasopresseur, mais un bénéfice de l'alcalinisation sur la durée de ventilation mécanique qui était plus courte chez les patients alcalinisés. Alors là encore, 70 patients monocentriques, donc il faut se méfier du niveau de preuve. Une étude similaire, coréenne, sur 100 patients en acidose lactique, ne retrouvait pas ces résultats. Alors à nouveau, la méthodologie, c'est observationnel, rétrospectif, monocentrique, et les auteurs trouvaient les résultats un peu opposés, avec une diminution de la survie en verte chez les patients alcalinisés par rapport aux patients non alcalinisés en bleu. Pour autant, lorsqu'on s'intéressait à ce que faisaient les réanimateurs dans la vraie vie, en France, en 2011, eh bien, sur 5 centres interrogés, que vous voyez en abscisse, avec les différents histogrammes, eh bien, il y avait une hétérogénéité forte dans la perfusion de bicarbonate de sodium entre les différents centres, certains perfusant jusqu'à la moitié des patients lorsqu'ils avaient une acidose métabolique ou mixte avec un pH inférieur à 7,20, c'est le centre 1, 4 et 5, alors que d'autres centres ne le faisaient quasiment jamais, les centres 2 et 3. Aux États-Unis, lorsqu'on faisait un sondage en 2006 sur ce que faisaient des réanimateurs et des néphrologues devant une acidose lactique, et vous voyez en gris que la plupart d'entre eux déclaraient perfuser du bicarbonate de sodium. Et puis, lorsqu'on regarde la presse générale, c'est déjà il y a 3-4 ans, mais dans USA Today, c'est un peu
le France Soir des Américains, il y avait à un moment donné une rupture de stock de bicarbonate de sodium, baking soda, un peu dans le langage populaire. Eh bien, c'était associé pour ce média à une crise sanitaire, puisque, selon eux et la FDA, le bicarbonate de sodium était reconnu comme un médicament important qu'il devait être mis de côté pour des cas où ce médicament allait sauver des vies. Donc, vous voyez une grande hétérogénéité dans les pratiques et des études de niveau modeste, essentiellement observationnel. Alors, je vais vous reposer la même question, mais vu votre fort taux de réponse positive à la première question, j'imagine un peu la deuxième question. Est-ce que sur ces données-là de la littérature, entre 1999 et 2019, est-ce que ça vous a fait changer d'avis ou pas? Est-ce que vous perfusez ou pas, toujours chez le même patient, dans la même situation, du bicarbonate de sodium? Donc là, vous dites tous à peu près l'inverse de ce que vous avez dit juste avant, ou c'est moi qui me suis trompé peut-être? Je crois que tout le monde avait bien répondu d'emblée, hein, déjà. Alors Personne attends. je crois, au départ. Hein. Attends. Ah oui, tout le monde avait répondu non en fait. C'est déjà très bon. D'accord. Donc tout le monde, j'avais compris l'inverse. Donc la plupart d'entre vous, 90%, ça ne va pas beaucoup changer, ne perfusent pas de bicarbonate de sodium chez ce patient aux urgences. Toutes ces données un peu de niveau modeste d'évidence-based médecine et l'hétérogénéité entre les centres nous avaient donné l'idée de conduire un essai randomisé contrôlé chez l'homme, qui n'existait pas jusqu'alors, chez des patients en acidose métabolique sévère, en acidémie métabolique sévère, hospitalisés en réanimation. Donc c'était un financement public et ça a fait l'objet d'une publication en 2018. L'objectif principal de cette étude, c'était d'examiner l'impact de la alcalinisation par bicarbonate de sodium hypertonique à 4,2% sur un score composite qui était la mortalité à J28 ou la présence d'une défaillance d'organes à J7, définie par un score SOFA à 3 ou 4 pour n'importe quel des organes du score SOFA. C'est-à-dire que si le patient était soit mort, bien sûr, soit avait un score SOFA à 3 ou 4, par exemple, était dialysé à J7, eh bien, le critère de jugement principal était négatif, quel que soit le bras, pour le patient. Et pour qu'il soit positif, il fallait qu'il soit à la fois vivant à J28 et à la fois indemne de défaillance d'organes à J7. Aucune défaillance d'organes, il ne pouvait pas être sous vasopresseur, par exemple. C'était un essai randomisé contrôlé multicentrique, une trentaine de centres, qui étaient stratifiés, on va le voir, qui étaient à 2 bras parallèles, qui ne pouvaient pas être réalisés en aveugle pour 2 raisons. D'abord parce que c'est aujourd'hui impossible d'avoir un soluté qui est absolument sans effet sur le pH. Et pour être aveugle, il faut priver les cliniciens de gaz du sang pour pas qu'ils découvrent éventuellement le soluté qu'ils perfusent. Et ça nous paraissait non éthique de priver les cliniciens de gaz du sang chez les patients aussi sévères. Ils étaient stratifiés, on verra ensuite, et il y avait bien sûr une analyse dans l'intention de traiter avec 400 patients attendus. Les critères d'inclusion, c'est un petit peu le patient des urgences, finalement. C'est un patient qui est en acidémie profonde, affaire à 7,20, métabolique ou éventuellement mixte, mais avec un PaCO2 inférieur à 45, une bicarbonatémie inférieure à 20, et un score SOFA supérieur ou égal à 4, ou une lactatémie supérieure à 2. Donc c'est un peu la vignette du patient que l'on retrouve aux urgences, et on se doute qu'il va probablement bénéficier de vasopresseurs dans les prochaines heures. Il y avait des critères de non-inclusion qui étaient la perte de bicarbonate, pour ceux qui utilisent Anderson-Hasselbalch, la perte qui était prouvée sur une diarrhée profuse ou sur une acidose tubulaire, les patients qui avaient une insuffisance rénale chronique qui était déjà dialysée, puisqu'on apporte du bicarbonate de sodium par la dialyse, les patients qui avaient une insuffisance rénale chronique avec un DFG inférieur à 30, les patients qui présentaient une acidocétose, ce qui n'est pas le cas de notre vignette clinique, ou une intoxication par des acides exogènes, et puis les critères usuels éthiques, qui étaient le patient moribond, tutelle, l'absence de couverture sociale, la femme enceinte, ou qui refusait le consentement. On avait bien sûr la possibilité d'avoir un consentement d'urgence vitale.
Les 400 patients étaient randomisés en 2 groupes, c'est une étude pragmatique. 200 qui étaient un groupe contrôle qui ne devait pas recevoir de bicarbonate. Il n'y avait pas la possibilité de faire du bicarbonate de sodium en sauvetage ou en crossover ou je ne sais quoi. Et les patients dans le groupe intervention qui devaient recevoir du bicarbonate à 4,2% exclusivement par bolus de 125 à 250 ml par 30 minutes, avec, et on verra exactement le détail ensuite, avec 3 strates de randomisation, les patients sceptiques, oui, non, les patients qui présentaient une insuffisance rénale aiguë, modérée à sévère ou pas, donc 0,1 versus 2,3, à l'époque c'était Akin, mais ça ressemble quand même bien à Cadigo, et l'âge avec un cutoff à 65. Donc, sans rentrer trop dans le détail, sur la partie droite du schéma, vous avez le design du groupe intervention, donc il devait recevoir des bolis de bicarbonate de sodium, et qui, alors c'est pas 320, c'est 200 x 2, excusez-moi, et qui devait donc recevoir du bicarbonate de sodium jusqu'à maximum 1 litre par 24 heures de 42 pour 1000, donc c'est quand même une quantité importante, avec comme objectif de maintenir le pH plasmatique supérieur à 7,30. Lorsque cette cible était atteinte, on arrêtait la perfusion. Lorsqu'elle n'était pas atteinte, on poursuivait la perfusion jusqu'à 1 litre par 24 heures. Alors, bon, les effets, les résultats de cette étude, évidemment, il y avait une différence entre les 2 groupes sur le pH. Les patients qui avaient eu du bicarbonate de sodium en gris avaient un pH plus élevé que ceux qui ne recevaient pas. Ils avaient bien évidemment une bicarbonatémie plus élevée que ceux qui ne recevaient pas de traitement. Et une PaCO2, il faut dire que la plupart étaient ventilés mécaniquement, 90% d'entre eux, la PaCO2 n'était pas différente entre les 2 groupes. Le résultat principal, il est là en bleu, donc en intention de traiter sur la population totale, qui finalement était de 389 contre 400 randomisés. Eh bien, c'est que le critère de jugement principal, qui est le critère composite, la première ligne, il n'y avait pas de différence sur ce critère de jugement principal entre les 2 groupes, ni entre ces 2 composantes qui étaient la mortalité à J28 ou la présence d'une défaillance d'organes à J7. Par contre, et dans la strate de randomisation prévue a priori, c'est pas une analyse post-hoc, chez les patients qui avaient une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère, il y avait un bénéfice à l'alcalinisation, à la fois sur le critère composite, sur la mortalité à J28 et sur la présence d'une défaillance d'organes à J7. C'est ce que l'on voit ici avec les courbes de Kaplan-Meier. Là, c'est l'ensemble de la population. On voit que la mortalité à J28, qui est de 45% dans le bras Bicard versus 54% dans le bras contrôle, n'est pas différente entre les 2 groupes, avec un petit p à 0,09. Par contre, dans le bras de randomisation, dans la strate de randomisation a priori d'insuffisance rénale aiguë, elle est favorable au bras bicarbonate avec une diminution de la mortalité significative à J28. Pour ce qui est des critères de jugement secondaire, le recours à l'épuration extra-rénale était moins fréquente chez les patients randomisés dans le bras bicarbonate de sodium, et lorsqu'elle l'était, elle était plus tardive. Alors si on résume cet essai, eh bien, donc si on prend de gauche à droite, en présence d'une acidose métabolique avec un pH inférieur à 7,20 et avec une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère, l'administration en haut de l'écran de bicarbonate de sodium en médiane de 500 ml. Alors pour les anglo-saxons, c'est pratiquement gratuit. Et en prenant en compte les effets secondaires dont on reparlera plus tard, permettent à droite de diminuer la mortalité à J28 et le nombre de patients nécessaires de traiter pour sauver une vie est de 6, avec un intervalle de confiance entre 3 et 50, qui est un peu large. Mais un effet bénéfique dans cette strate de randomisation. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres études comme ça depuis? Non, mais il y a eu des analyses rétrospectives sur des databases qui ont été faites, notamment sur la base NIMIC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la base NIMIC, c'est une database qui est en open access, qui est nord-américaine, Boston, qui inclut, comme vous le voyez en haut de l'écran, environ 50 000 patients de réanimation. Et les auteurs ont pu extraire de cette base des patients à la fois septiques, à la fois en acidémie métabolique, exposés ou non au bicarbonate de sodium. Et ces patients, il y avait, comme vous le voyez, 500 dans le groupe bicarbonate de sodium contre 1200 dans le groupe non bicarbonate de sodium. Après un score de propension, ils ont pu apparier 500 patients dans chaque paire. Alors c'est juste pour vous montrer l'appariement. En bleu, c'est ce qui est apparié avec les différents critères d'appariement. Vous voyez qu'il y en a quand même, il y a pas mal de critères. Et donc, ils ont apparié sur ces critères-là les 500 patients x2.
Et ce que les auteurs retrouvaient, c'est des résultats comparables à l'essai randomisé dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que le bénéfice sur la mortalité n'était retrouvé que chez les patients en acidémie métabolique profonde, inférieure à 7,2, et présentant une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère. Alors ça, c'est une étude rétrospective sur une database, mais c'est une photo d'un centre nord-américain qui va dans le même sens que l'essai randomisé français. Le même groupe a refait une analyse sur la même base, les mêmes 50 000 patients, et ont extrait, vous voyez à droite, j'ai mis le copier-coller, puisqu'ils ont fait à nouveau un score de propension et une analyse du risque relatif de décès ajusté avec pas mal de paramètres et tenant compte du facteur temps. C'est pour ça que c'est un modèle de Cox avec un hasard ratio. Donc ils ont pris des patients à nouveau qui avaient une acidémie métabolique, une insuffisance rénale aiguë, et ils ont comparé 800 patients dans le groupe Bicard contre 2500 patients dans le groupe non Bicard. Et là, ce qu'ils retrouvent en bleu, c'est à nouveau un bénéfice sur la mortalité, uniquement dans 2 sous-groupes, les pancréatites aiguës. Alors les auteurs ne se l'expliquent pas trop, mais moi je n'ai pas non plus d'explication très claire, mais c'est l'analyse statistique qui l'illustre. Et à nouveau, l'acidémie métabolique sévère, avec cette fois un seuil de pH inférieur à 7,15. Donc je vais vous reposer la même question. Est-ce que, c'est un peu comme un test de concordance de script au final, est-ce que ces données-là, l'essai randomisé contrôlé et les analyses rétrospectives sur database vous font changer votre suggestion thérapeutique en faveur ou vous maintenez l'absence d'indication de bicarbonate de sodium? Donc là, si je ne me trompe pas, il y a un impact quand même de ce que j'ai montré. Oui, juste le temps que le vote s'effectue. Il y a Gaëtan qui conclut, alors j'espère que j'ai bien compris sa question, en disant moi, est-ce que sous un sous-groupe de insuffisant rénal, on peut conclure que c'est réellement efficace? Si j'ai bien compris, parce qu'il y a peut-être moins de puissance ou ce genre de choses. Alors, merci beaucoup pour la question, Gaëtan, parce que ça va me permettre d'enchaîner dans la dernière partie du topo sur la suite de l'essai randomisé numéro 1. Alors, oui et non. Non, parce que l'essai n'était pas designé en termes de puissance pour répondre à la question dans la strate d'insuffisance rénale aiguë. Donc, pour conclure de manière définitive, de toute façon, en médecine, on a du mal à conclure de manière définitive, mais l'essai n'était pas designé en termes de puissance pour répondre à la question de la strate dont tu parles. Par contre, comme il ne s'agissait pas d'analyse post-hoc, mais d'une strate de randomisation prévue a priori, ça nous a permis, et ça permet en théorie de balancer les 2 groupes et d'éviter trop d'ajustements statistiques pour répondre à la question de l'impact du traitement sur l'outcome. Et effectivement, les 2 strates, insuffisance rénale aiguë modérée à sévère ou absence d'insuffisance rénale aiguë modérée à sévère, sont bien balancées en caractéristiques démographiques, et ça renforce quand même le message. Mais je suis d'accord, on ne peut pas complètement définitivement conclure, ni sur un seul essai randomisé, même s'il est multicentrique, il faut plusieurs essais randomisés multicentriques avant d'augmenter notre degré de confiance. Et en effet, c'est une strate de randomisation et ce n'est pas la population globale. C'est le critère de jugement principal, je n'avais pas compris son abréviation. Ah oui. Non, mais ta réponse était celle qu'il attendait. Ensuite, tu as Louis qui demande le fait que le recours à l'épuration extra-rénale est retardé dans le groupe bicarbonate ne reste-t-il pas délétère sur l'accumulation de potentiels toxiques autres que l'acidose? Alors pour ce qui est le potassium, par exemple, ou le phosphore, il n'y avait pas... Alors, il n'y a pas eu d'événements indésirables graves sur les hypercalémies menaçantes. C'était de toute façon des critères de recours à l'épuration extra-rénale. Il y avait des critères de recours à l'épuration extra-rénale dans les 2 groupes et l'hypercalémie symptomatique en faisait partie. Le phosphore ne faisait pas partie des recommandations de recours à l'épuration extra-rénale, mais il est quand même assez rare que le phosphore soit si élevé que ça pose des problèmes vitaux. Pour ce qui est des autres toxiques, c'est quand même pas très bien démontré. Et à l'inverse, je vais vous le montrer après, il y a quand même des arguments aujourd'hui qui tendent à suggérer
que l'urgence à l'épuration extra-rénale en dehors des situations caricaturales d'OAP asphyxique, d'urgence hypercalémique ou d'acidémie réfractaire, elles sont pas certaines. Il y a plusieurs essais randomisés qui montrent qu'au contraire, de temporiser un peu est probablement associé à pas de risque, voire à une amélioration du pronostic. Et juste une petite question sur la définition de l'insuffisance rénale. Vous avez utilisé Akin ou Cadigo, enfin bref, une classification internationale, basée sur la diurèse ou basée sur la créate? Sur les deux, c'est-à-dire que dans Cadigo et dans l'Akin, tu as les deux, en fait. Vous avez les deux, la diurèse et la variation de créatinine. Ce qu'on recommandait, comme dans un essai pragmatique, hein, c'est que si on n'a pas le recul suffisant pour évaluer la diurèse, mais que le patient arrive à l'inclusion complètement anurique, il est peu probable que dans les quelques heures qui ont précédé, il ait une diurèse tout à fait normale. Donc, on proposait au centre de rester clinique et éventuellement d'extrapoler sur le critère de diurèse. Et pour le critère de créatinine, la même chose. S'il n'y avait pas de créatinine de base, de se référer à la créatinine attendue normale dans la population qui était, du patient qui était devant eux, quoi. D'accord, donc juste ma question sous-jacente en termes pratiques, c'est face à un patient, comment tu raisonnes pour mettre des bicarbonates sur l'insuffisance rénale finalement? Il est oligurique, tu vas lui en mettre, il a une créate très élevée, tu vas lui en mettre, c'est juste une question pratique, hein, simplement. En dehors des contre-indications qui seraient assez modestes, hein, ce serait le risque de surcharge volémique et sodée lié à l'apport de soluté salée hypertonique avec le bicarbonate de sodium. Eh bien, moi, je proposerais plutôt d'en mettre, ouais, parce que le bénéfice est potentiel, le risque n'a pas été objectivé, et en dehors vraiment de l'OAP anurique asphyxique non intubé, le risque il paraît modeste, mais on verra dans quelques diapos les effets secondaires attendus et auxquels il faut prêter attention lorsqu'on décide de prescrire du bicarbonate de sodium. Ok. Donc, imaginons que vous ayez opté, c'est ce que vous m'avez voté finalement, pour une administration de bicarbonate de sodium. Il va falloir prendre en compte quelques effets secondaires potentiels, c'est ce qu'on discute un petit peu à l'instant là, chez ce patient et auxquels il va falloir vraiment prendre garde. C'est la question comment prescrire du bicarbonate de sodium. Donc on va revoter. Donc il y a plusieurs réponses justes possibles. Et donc est-ce que vous prenez garde à l'acidose intracellulaire paradoxale, l'hypotension artérielle, une hypocalcémie ionisée, une hypokaliémie, une alcalose métabolique et aux apports sodés? Alors, vous pouvez voter, il y a plusieurs réponses, vous pouvez cliquer sur plusieurs réponses. Si entre-temps il y a d'autres questions, je peux essayer d'y répondre. Il y avait une question qui était celle sur les critères de créate et de diurèse. Oui. Je crois que c'est tout. Il y en a une que je ne comprends pas, celle de Gaëtan, mais hypokaliémie, mais j'imagine qu'il a. Ah, alors ça, je pense que c'est une question intéressante. C'est en fait pourquoi vous avez utilisé du 4,2%? Vous auriez pu, pourquoi pas utiliser du 1,4 ou pourquoi pas même du 8,4? Alors le 8,4 parce que la plupart des centres n'en avaient pas et on n'avait pas prévu dans le budget de livrer le bicarbonate de sodium, c'est des ampoules en verre, enfin bref, ce n'était pas prévu dans le budget. Et puis parce qu'il faut le reconstituer ou le diluer, ça paraît assez compliqué. Et le 1,4% parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop d'effet volume. Donc, on a opté pour du 4,2% parce que ça permettait à la fois d'augmenter significativement le pH de manière assez rapide avec peu de volume, tout en étant disponible dans les différents centres, et donc ne pas facturer une livraison de médicaments supplémentaires dans le budget. Mais est-ce que tu penses que le 8,4 pourrait marcher aussi bien, voire peut-être mieux même?
avec moins de volume, de toute façon, tout va fonctionner. Hein. Il y aura un effet volume forcément parce que la concentration sera plus ou moins importante. L'inconvénient du 8,4, c'est que c'est un apport très hypertonique et qu'il faudra probablement le diluer, quoi. Hein. C'est ce que font essentiellement les anglo-saxons. Hein. Ils diluent dans du dextrose 5 in water, quoi, D5W, des ampoules de 8,4%. Mais c'est quelque chose de routinier chez eux et ils arrivent finalement à du bigard isotonique en diluant des ampoules dans du G5. Quoi. Bon, voilà vos réponses. Donc la plupart d'entre vous craignent l'hypokaliémie, les apports sodés, un petit peu l'hypocalcémie, l'alcalose métabolique et un quart l'acidose intracellulaire paradoxale. Alors effectivement, dans tous les livres, on parle du risque d'acidose paradoxale intracellulaire, puisque le bicarbonate de sodium va diffuser, enfin le CO2 va diffuser dans la cellule et acidifier la cellule. En fait, tout ça va dépendre, pour les études in vitro, je ne vais pas vous en passer beaucoup parce que c'est un petit peu austère comme genre d'étude, mais c'est très intéressant quand même. Quand on prend des hépatocytes sur un milieu de culture et que l'on administre dans le milieu de culture du bicarbonate de sodium, eh bien on observe une variation du pH intracellulaire en ordonnée en fonction du temps en abscisse. Mais en fait, tout ça va dépendre du milieu de culture que l'on va utiliser et du milieu tampon dans lequel les cellules vont survivre. Et vous voyez qu'en fonction du tampon utilisé et la concentration du milieu tampon, qui n'est pas du tout le plasma humain, mais qui est un tampon pour culture cellulaire, eh bien l'effet de l'administration de bicarbonate de sodium sur le pH intracellulaire est très variable. On retrouve la même notion sur le même milieu de culture cellulaire d'hépatocytes, que l'on cultive cette fois avec du sang, en fonction de l'hématocrite du milieu de culture. Vous voyez que l'administration, en fonction des trois groupes d'hématocrites, est très différent en termes d'effet sur le pH intracellulaire. Si maintenant on prend des animaux, c'est une très jolie étude faite par Antoine Kimoun à Nancy, si on prend des animaux, des rats, et que l'on fait 5 groupes, c'est des rats qui sont en choc hémorragique, qui ont une acidose lactique dans le contexte du choc hémorragique, et ils vont être réanimés. Donc soit de manière standard, avec des vasopresseurs et du sang en haut à gauche, soit on va en bas à gauche rajouter une hyperventilation sur le ventilateur, avec soit une hyperventilation, soit du sang, de la noradrée et du chlorure de calcium, en bas à droite, soit au milieu en haut, du sang, de la noradrée et du bicarbonate de sodium, soit à l'extrême droite, du sang, de la noradrénaline, du bicarbonate, du chlorure de calcium et de l'hyperventilation. Donc c'est 5 groupes indépendants, hein, il n'y a pas de crossover, c'est 5 groupes indépendants, il n'y a pas beaucoup d'animaux, mais quand même. Et ce que l'on observe, c'est que le pH intracellulaire chez ces animaux vivants, ressuscités d'un choc hémorragique, eh bien, il y a une diminution du pH intracellulaire lorsque la réanimation est non adaptée. Alors, je vous rappelle, hein, c'est 100 plus noradrée plus bicarbonate de sodium. Par contre, si on ajuste en même temps le calcium et une hyperventilation sur le ventilateur, il n'y a plus vraiment d'effet en vert sur le pH intracellulaire. Donc l'ajustement sur le ventilateur de la PaCO2 chez ces animaux-là épargnait, avec le chlorure de calcium, le risque d'acidose tissulaire paradoxale. Chez l'homme en réanimation, il n'y a pas vraiment d'études comme ça, mais il y a des volontaires sains sportifs pour lesquels on ne retrouve pas non plus de diminution du pH intracellulaire examiné par spectrométrie RM après administration de bicarbonate de sodium. Donc ce risque d'acidose cellulaire paradoxale, il paraît théorique et je ne suis pas tellement sûr que ce soit vraiment un problème. Ensuite, il y a un risque théorique de diminution de l'oxygénation tissulaire. Vous vous rappelez peut-être de cette courbe que vous avez dû apprendre sur l'effet Bohr. Et l'alcalinisation va augmenter l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, diminuant par là même la disponibilité de l'oxygène pour les tissus. Et donc on devrait observer, s'il y a moins d'oxygène qui arrive au tissu, une augmentation de l'extraction et une diminution de la saturation veineuse en oxygène ou la saturation centrale veineuse en oxygène si on n'a pas de cathéter Nash-Swann's.
Alors, l'équipe lilloise, qui avait, en début de topo, je vous avais parlé de l'équipe lilloise, eh bien, elle a examiné cette donnée, et donc en bleu, a examiné la SVO2 à différents points de l'administration de bicarbonate, et vous voyez qu'effectivement, c'est statistiquement significatif. Après 30 minutes, il y a une diminution de la SCVO2 qui passe de 69 à 66 pour remonter à 60 minutes après l'injection de bicarbonate de sodium hypertonique, à 7%, à 68%. Donc il y a une diminution statistiquement significative. Je ne sais pas si elle est cliniquement pertinente. Pour ce qui est de l'administration de chlorure de sodium, vous voyez qu'il n'y avait aucun impact sur la SVO2, donc l'oxygénation du sang veineux mêlé. Pour ce qui est de l'hypotension, eh bien, alors il faut quand même faire attention, vous n'avez pas trop coché le risque d'hypotension. En fait, il y a un risque théorique d'hypotension, enfin même un risque réel d'hypotension, lorsque l'on administre brutalement une forte quantité de bicarbonate de sodium hypertonique et qu'on ne prend pas garde à la calcémie ionisée. C'est ce que montre ici toujours l'étude d'Antoine Kim sur le rat. Lorsque l'on perfuse de bicarbonate de sodium au milieu, eh bien, il y a une augmentation non adaptée, une augmentation de la quantité de noradrénaline nécessaire. Par contre, lorsque l'on rajoute le calcium et l'hyperventilation, il n'y a aucun impact sur le besoin en norépinéphrine. Donc finalement, les risques qu'on peut retenir cliniquement, c'est probablement l'hypocalcémie, c'est très certainement l'hypocalcémie ionisée, parce qu'on augmente l'affinité de l'albumine pour le calcium en milieu alcalin, et on va diminuer la calcémie ionisée avec un risque hémodynamique réel. Et donc il est recommandé, vous l'avez souvent sur les gaz du sang, la calcémie ionisée, il est recommandé, avant de perfuser du bicarbonate de sodium, de corriger une hypocalcémie ionisée que vous pourriez observer par du chlorure de calcium en mini-flaque ou IVL. L'alcalémie, en effet, si vous ne titrez pas la dose de bicarbonate de sodium, vous pouvez dépasser l'objectif et engendrer une alcalémie. L'hypocalémie, en effet, par transfert, essentiellement. Donc il faut corriger une éventuelle hypocalémie préalablement à l'administration du bicarbonate de sodium. La surcharge hydrosodée, en effet, vous apportez beaucoup de sodium hypertonique avec un risque de surcharge. Alors, je vous laisse apprécier ce risque de surcharge. Si un patient ventilé mécaniquement, le risque d'asphyxie est très faible par rapport, bien sûr, à un OAP anurique asphyxique chez un patient insuffisance rénale aiguë sur chronique, par exemple. Ce n'est pas le même patient. Ce patient-là aura besoin de dialyse, mais ce n'est pas le cas de notre patient vignette aux urgences. Et puis l'hypercapnie, effectivement, si le patient est en ventilation spontanée, qu'il n'a pas la capacité d'hyperventiler, eh bien, on risque une augmentation de 5 à 10 mm de mercure. Ce n'est pas le cas lorsque le patient est ventilé mécaniquement. Pas forcément d'ailleurs en ajustant le ventilateur. On va avoir une hypercapnie transitoire de quelques millimètres de mercure, mais qui ne va pas avoir d'impact chez un patient qui est déjà intubé et ventilé. Donc les recommandations récentes, CRLF, SFMU, basées sur ces données, disent qu'il faut probablement administrer du bicarbonate de sodium aux patients de réanimation qui présentent une acédémie profonde d'origine métabolique et une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère, avec un accord fort. La même RFE dit également que dans le cadre d'un état de choc et ou d'une insuffisance rénale aiguë, les experts, c'est un avis d'expert, c'est pas le même niveau de gradation, c'est pas un grade 2+, c'est un avis d'expert, suggère d'initier une épuration extra-rénale si le pH est inférieur ou égal à 7,15, parce que c'est ce qui est dans la Surviving Sepsis Campaign, en l'absence d'acidose respiratoire sévère et malgré un traitement approprié. Là, je vous laisse apprécier la base du bicarbonate de sodium dans le traitement dit approprié. Alors, en effet, très rapidement, quand on fait une enquête en Europe, l'acidose métabolique, elle fait partie des critères de recours classiques à l'épuration extra-rénale pour les réanimateurs européens, il y a 7-8 ans maintenant, et elle fait partie des critères de recours à l'épuration extra-rénale dans les grands essais qui ont comparé les délais d'initiation de la dialyse, de l'épuration extra-rénale en réanimation. L'essai français à Kiki prenait ce seuil de 7,15, extrapolé de la Surviving Sepsis Campaign, tout comme l'essai français idéal ICU, qui reprenait à nouveau ce seuil de 7,15. Mais il n'y a jamais eu d'essai comparant différents seuils de pH pour le recours à l'épuration extra-rénale, et il n'y a pas eu non plus d'essai qui aurait comparé l'initiation précoce de l'épuration extra-rénale par rapport à une initiation retardée avec administration de bicarbonate de sodium, pour essayer de gagner du temps et voir si vraiment le patient a besoin d'épuration extra-rénale.
C'est un peu le but de la suite de l'essai que l'on avait mené il y a quelques années. C'est BICAR-ICU2, c'est à nouveau un financement public. C'est un essai qui est en cours, qui a un objectif beaucoup plus ambitieux que le premier, qui est la mortalité à J90, avec un design qui est comparable. Hein. C'est un essai randomisé contrôlé multicentrique, qui va utiliser la même drogue, le bicarbonate de sodium à 4,2% pour maintenir un pH supérieur à 7,30, ou bien l'absence d'alcalinisation dans le groupe contrôle. Et c'est chez les patients, pour répondre à Gaëtan, qui semble bénéficier le plus du traitement. C'était la strate dans laquelle on a trouvé un signal favorable, c'est-à-dire qu'on n'inclut que les patients en acédémie sévère et en insuffisance rénale aiguë, modérée à sévère, Caligo 2 ou 3. Le design est exactement le même, un bras contrôle où les patients ne reçoivent pas de bicarbonate de sodium, un bras intervention où les patients doivent tous en recevoir pour maintenir un pH à 7,30 avec une dose maximale d'1 litre par 24 heures. Vous voyez que l'essai a commencé. Alors la Covid a fait un peu de mal à la courbe d'inclusion, mais pas tant. Hein. Vous voyez qu'on est en bonne marche vers la poursuite de l'essai. On va voir ce que ça va donner. Je remercie pour les participants à cette étude junior et senior. Vous voyez qu'il y a pas mal de centres en France métropolitaine et dans les dom-tom, donc je les remercie beaucoup de leur participation. Je sais qu'avec la Covid, c'est pas très simple parce que c'est rarement des patients candidats à cet essai. Et je remercie encore à nouveau déjà la commission pédagogique de m'avoir invité et les co-experts dans cette RFE, SRLF, SFMU. Je vous allais répondre, avant que je réponde aux questions, à une dernière petit sondage. Donc j'aurais voulu avoir votre feedback sur le topo, en un mot. Est-ce que c'était bien, pas bien, nul, excellent, etc. Dites ce que vous voulez. Mais ça m'aide pour savoir si ce que je fais convient à ce que vous attendez à une heure tardive comme celle-là. Merci beaucoup, Boris. Je ne sais pas si on m'entend, oui. Oui, très bien. Très bien. Je pense qu'on est tous d'accord. Merci pour ce topo vraiment de grande qualité qui fait un point précis sur les indications de l'utilisation de bicarbonate en réanimation, qui, comme tu l'as dit, et tu l'as très bien montré, il y a quelques années, les indications étaient encore un peu floues et vraiment, votre travail à Montpellier a permis d'éclaircir ces indications et on sait maintenant où placer. Et c'est un travail d'autant plus important qu'il a modifié nos pratiques récemment. Donc, vraiment, encore félicitations pour ce topo et pour tout ce travail. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Pas encore. Je vais me lancer peut-être. Tu montres qu'il y a un effet des bicarbonates, a priori, sur un critère extrêmement fort, qui est la mortalité à J28. Comment tu peux expliquer cette diminution de la mortalité avec du bicarbonate que tu prescris pendant parfois 1 ou 2 jours? Oui, tout à fait. Bon, la réponse evidence-based médecine, un peu technique, c'est j'en sais rien, parce qu'on n'a pas exploré le mécanisme statistique ou physiologique qui permet d'expliquer un bénéfice. Et peut-être parmi d'autres, mais c'est une opinion, hein, rien de plus, c'est-à-dire que peut-être certains patients qui sont très acidémiques, très sévères, en insuffisance rénale, pour lequel on introduit en même temps que la réanimation initiale une épuration extra-rénale, parfois un peu dans l'urgence extrême, eh bien on a tous vu ces patients parfois s'arrêter au branchement, par exemple, ou pas forcément s'améliorer dans les premières minutes ou les premières heures. Donc peut-être que certains patients, le fait de temporiser, les Américains diraient acheter du temps, hein, buy time, ça leur fait peut-être du bien, c'est une de mes hypothèses personnelles. Après, il y a aussi, on pourrait imaginer un effet remplissage, mais en fait, quand on regarde les deux groupes, ils ont la même quantité de volume, qu'ils soient dans le bicarbonate de sodium ou dans le bras à contrôle. Ils n'ont juste pas la même qualité de produit, mais ils ont la même quantité de volume. La plupart ont été intubés, donc il n'y a pas de patients, 90% ont été intubés, donc il n'y a pas d'effet sur le recours à la ventilation mécanique. On n'avait pas non plus d'effet bénéfique sur le sevrage des vasopresseurs ou sur le SOFA hémodynamique. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il y ait une restauration de l'activité des vasopresseurs avec l'alcalinisation.
Donc, c'est difficile de dire exactement. On verra. J'espère que le deuxième essai confirmera le premier. Ça, on ne sait jamais. C'est toujours prendre un risque. Mais peut-être que certains patients bénéficient d'une épuration extra-rénale un peu retardée. Mais moi, je partage vraiment ton opinion en disant peut-être que ça a permis d'éviter le recours à une épuration extra-rénale. Alors, c'est vrai que, est-ce que tu penses qu'au moment où vous l'avez fait, eh bien, les réanimateurs étaient plus enclins à dégainer l'épuration extra-rénale assez tôt, et maintenant, avec les essais, surtout en France, d'Akiki et puis d'Ideal ICU, eh bien, on a plutôt tendance à retarder le plus possible, sachant que c'est une position partagée en France, mais au niveau international, elle est beaucoup plus discutée. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de faire une espèce de photo actuelle des pratiques. Parce que moi, personnellement, dans le service dans lequel je travaille, effectivement, je pense qu'il y a eu un shift avec une dialyse, une épuration extra-rénale moins précoce que ce qui pouvait être le cas il y a encore 5 ans. Et ceux qui sont là depuis plus longtemps disent que clairement, par rapport à il y a 10 ans, ça a beaucoup changé. Euh, euh, Aujourd'hui, je pense que c'est assez relativement bien accepté, mais je n'ai pas de photo française pour l'affirmer, hein, d'introduire moins rapidement l'épuration extra-rénale chez des patients comme la vignette clinique là, dont on parle, quoi. Alors, il y a des questions. Vas-y, Dominique. Il y a un spectateur anonyme qui te demande si un patient qui est acide après un remplissage vasculaire par NaCl pendant un bloc opératoire, par exemple, doit-on prescrire du bicarbonate? Alors, spécifiquement sur ce mécanisme d'acidose hyperchlorémique par soluté isotonique excessif et surtout apport de chlore non balancé, ça n'a pas été étudié en tant que tel ni sur le devenir rénal, ni encore moins sur la mortalité ou la durée de séjour. Ces patients-là étaient inclus dans l'étude, mais c'est quand même très peu fréquent qu'on arrive à une acidémie profonde juste par excès de soluté salée isotonique. Donc je dirais que si le patient arrive en réanimation avec un pH par exemple à 7,32 et un chlore à 115, personnellement je ne mettrais pas de bicarbonate de sodium pour contrebalancer l'excès de chlore en donnant plus de sodium, quoi. Par contre, s'il a un pH acide et qu'il a en plus une insuffisance rénale aiguë et que l'acidose hyperchlorémique joue en partie dans le tableau, alors oui, j'en mettrais. Je vous propose juste une diapo que j'avais oublié de vous montrer. C'est à la fois une compilation des RFE et mon opinion personnelle sur des situations où probablement qu'il faut en verre mettre du bicarbonate de sodium. Donc c'est ce que dit la RFE, perte de bicar et mauvaise tolérance clinique, acidémie métabolique et canigo 2,3. Une autre situation très particulière, mais qu'il fallait mettre, c'était l'intoxication par un médicament stabilisant de membrane et salicylé, mais ça n'a rien à voir avec l'acidose. Par contre, c'est des indications classiques d'alcalinisation par bicarbonate de sodium. L'hypercalémie plus acidémie. En orange, on ne sait pas trop si ça a un intérêt, la rhabdomyolyse, où on n'a jamais montré que c'était supérieur aux solutés salées isotoniques, la néphropathie à cylindre dans le cadre du myélome multiple, la prévention de la néphropathie induite par le produit de contraste, il y a zéro preuve là-dedans. Et puis là où il ne faut probablement pas en mettre, et là je pense que c'est important, c'est l'acidocétose, sauf éventuellement si le pH est très très bas, et encore ça doit être titré avec beaucoup de prudence parce qu'on peut rapidement faire plus de dégâts que de bénéfices. L'arrêt cardiaque de manière systématique, et puis une situation un peu particulière mais qu'on rencontre quand même régulièrement dans nos services, c'est le syndrome de Lisse tumorale où là c'est probablement pas une bonne indication, enfin c'est même très certainement pas une bonne indication d'alcalinisation. Et ben, tu as répondu à la question de Super. Rémi en même temps. Alors ensuite, il y a Louis qui te demande, en pratique, on prescrit le bicarbonate en plus des remplissages ou on peut se permettre de l'utiliser en remplacement d'une expansion volémique par Ringer ou SSI, le volume par 500 cc ou plus ou moins, en débit libre sur 3-4 heures ou plus. Ouais. Alors tout dépend de l'objectif. Si c'est simplement corriger le pH, je pense que c'est plus simple de faire du bicarbonate hypertonique à 4,2% et de calculer un déficit en bicarbonate à peu près. Alors, vous savez qu'il y a des formules. Les formules, elles sont fausses, mais ça nous aide parce qu'elles sont forcément approximatives et elles ne correspondent pas aux patients qu'on a dans les bras. En théorie, on est censé faire un delta bicar fois le poids fois 0,5, 0,6, on ne sait pas très bien. Souvent, chez le patient adulte de réanimation, on s'en sort avec 250, 500 ml, rarement plus que 500 ml de bicarbonate à 42 pour 1000, si l'objectif c'est de corriger le pH.
Maintenant, si on veut faire de l'expansion volémique associée chez un patient, on peut très bien utiliser du bicarbonate isotonique en remplacement de cristalloïdes autres. Et il faut savoir qu'on aura un impact sur la calcémie, sur la kaliémie, et qu'on apportera 0 chlore. D'autres questions? Sinon, moi, ce qui est assez intéressant, c'est que dans tes 2 essais, l'indication d'initier le bicarbonate, c'est 7,20, le pH à 7,20. Et après, tu as un objectif d'atteindre 7,30. Pourquoi il y a une différence entre les 2 pH d'initiation et d'objectif par la suite? Alors, c'est pragmatique. Hein. Il n'y a pas de données physiologiques en dehors de pH très très bas, inférieur à 7. Mais dans ce cas-là, c'est très difficile. C'est des patients moribonds, quoi, inférieur à 7 en dehors de la cystocétose. Donc, ça aurait été très difficile de faire un essai chez les patients aussi sévères. La Surviving Sepsis Campaign, elle dit 7,15, mais c'est basé sur des experts. Et 7,20, ça nous paraissait à la fois fréquent, enfin suffisamment fréquent, et suffisamment sévère pour en faire un bon critère d'inclusion. Voilà. Et 7,30, ça nous paraissait suffisamment différent de 7,20 pour avoir un impact. Parce que si on dit on va inclure un patient à 7,18, qu'on le met à 7,21 et on s'arrête, eh bien, probablement que l'effet observé sera très modeste. Donc, on voulait avoir un delta entre l'inclusion et l'objectif suffisamment important pour espérer avoir un impact clinique. Sans pour autant normaliser le pH, parce que c'est pas un objectif c'est rarement un objectif de normaliser une constante. Alors, après, dans tes essais, il y avait un critère qui était le critère d'exclusion, il fallait avoir une PCO2 inférieure à 45. Pour les patients qui, j'imagine, ont une défaillance rénale, sont BPCO sous VNI, on n'atteint pas encore tout à fait 45. Qu'est-ce que tu recommandes? Tu recommandes quand même d'appliquer j'allais dire, les indications de bicarbonate, ou alors tu dis non, on n'a pas testé, pour l'instant, je ne peux rien vous dire. La réponse évidence-based, c'est de dire on n'a pas testé, surtout s'il n'est pas intubé. Mon sentiment personnel, ce serait de dire que si je devais faire du bicarbonate de sodium dans cette situation, il faut le faire de manière titrée et prudente, parce qu'on va quand même augmenter la PaCO2 mathématiquement pendant au moins quelques minutes. Et chez un patient qui serait très instable, hypercapnique, VNI dépendant, on prend quand même un petit risque, au moins théorique, même si je n'ai jamais observé ça, de décompensation respiratoire et d'intubation secondaire. C'est assez fréquent d'avoir des patients BPCO sévères et insuffisants rénaux sévères qui décompensent de ce fait très facilement, en fait, puisqu'ils n'arrivent plus à compenser, l'un ne compense plus l'autre, en fait, et ils décompensent pour une raison soit rénale, soit... C'est des patients pour lesquels, personnellement, je suis très prudent parce que j'ai la crainte de décompenser, surtout s'ils ne sont pas intubés, le patient à la fois sur le côté hypercapnique et sur le côté augmentation de bolus de sodium, en fait, bolus de sel. Donc, je serais très, très prudent, en fait. Je ne sais pas si tu partages ça, mais... Oui, non, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a des difficultés à évaluer la marge, et puis rapidement, ça peut déraper, et c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation critique où on est obligé d'intuber le patient presque en état d'hypoxémie majeure, voire d'arrêt cardiaque. Donc, ça peut se tenter, mais il faut être c'est là qu'il faut faire des formules, les titrer, et surtout pas mettre 500 de bicarbonate 42 pour 1000 en débit libre, là, et puis partir et faire autre chose. Ça, surtout pas. Certainement pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Non? Eh bien, il est 19h56. Je pense que on va clôturer. Merci beaucoup, Boris. Merci à vous de l'invitation et merci aux étudiants. On est une cinquantaine, c'est un très beau score. Exactement. Je pense que c'est un très joli score et c'est normal parce que le sujet était intéressant, le topo était aussi très intéressant, comme l'orateur. Donc, merci infiniment, Boris. Merci. Et à la semaine prochaine où j'aurai la chance d'être là avec Emmanuel Canet pour modérer.
En modérateur. Modérateur, bien sûr, n'exagérons rien. Parfait. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.